Il existe sur cette planète des endroits où l'accès est tout simplement interdit. Non pas parce qu'ils sont trop isolés, ni parce qu'ils sont trop dangereux, mais parce que quelqu'un ou quelque chose a décidé, par la force si nécessaire, que les étrangers n'y sont pas les bienvenus. Certaines de ces décisions sont prises par les gouvernements, d'autres par les institutions religieuses, d'autres encore par des communautés qui ont choisi l'isolement depuis des millénaires. Et certaines sont le fait même du monde naturel qui a créé des conditions si extrêmes que l'être humain ne peut y pénétrer sans risquer sa vie. Ce qui rend ces lieux remarquables, ce n'est pas seulement leur interdiction. C'est que les raisons de cette interdiction restent, dans bien des cas, un mystère pour le monde extérieur. Et lorsque toute l'histoire n'est pas connue, l'imagination comble le vide laissé par les faits. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des 10 lieux les plus mystérieux et interdits de la planète. Nous verrons ce qu'ils sont, pourquoi personne n'y est autorisé à entrer, et ce que nous savons et ignorons de ce qu'ils renferment. Île de North Sentinel, Inde. Dans le golfe du Bengale, à une 50aine de kilomètres au large de l'île d'Andaman du Sud, se trouve une île boisée de la taille de Manhattan. Vue du ciel, elle ressemble à un ovale verdoyant cerné de récifs coralliens et d'eau d'un bleu limpide. Elle n'a rien d'exceptionnel en apparence. Mais l'île de North Sentinel est l'un des endroits les plus dangereux, tant sur le plan juridique que physique, qu'une personne puisse approcher sur cette planète. L'île abrite les Sentinelles, une tribu qui vivrait en isolement complet depuis environ 60 000 ans. Ils sont considérés comme la communauté humaine la plus isolée au monde. On ignore leur nombre exact, estimé entre 50 et 500. Personne ne connaît leur langue, leurs coutumes, leurs croyances, ni même leur nom. Ces mystères persistent car les Sentinelles ont toujours affirmé, avec force et constance, leur refus de tout contact avec le monde extérieur. Les récits documentés des tentatives de contact sont nombreux et systématiquement à sens unique. En 1867, des rescapés d'un naufrage furent attaqués. En 1896, un forçat évadé, échoué sur l'île, fut retrouvé plus tard la gorge tranchée et le corps criblé de flèches. En 1974, une équipe de tournage de National Geographic, accompagnée de représentants indiens, fut accueillie par des flèches. L'une d'elles blessa le réalisateur à la jambe. En 2006, 2 pêcheurs indiens, dont le bateau avait dérivé jusqu'au rivage de l'île pendant leur sommeil, furent tués. En 2018, le missionnaire américain John Allen Chau s'approcha illégalement de l'île à 3 reprises, tentant de convertir les Sentinelles au christianisme. Il fut tué lors de sa 3e tentative. Son corps ne fut jamais retrouvé. Le gouvernement indien a interdit toute approche à moins de 5 milles nautiques de l'île. La marine indienne patrouille ses eaux. Cette loi vise non pas à protéger les étrangers des sentinelles, mais à protéger les sentinelles des étrangers. Tout contact avec le monde extérieur risquerait d'introduire des maladies contre lesquelles ils ne sont pas immunisés. Un seul cas de grippe introduit sur l'île de North Sentinel pourrait décimer toute la population. L'île est interdite par la loi. Elle l'est aussi, dans les faits, par les populations qui y vivent depuis la nuit des temps. Et contrairement à la plupart des lieux interdits sur Terre, celle-ci fait respecter ses propres règles. Zone 51, États-Unis. Dans le désert du Nevada, à 134 km au nord-ouest de Las Vegas, se trouve l'un des sites les plus secrets au monde. La zone 51 est une base classifiée de l'US Air Force, dont le gouvernement américain n'a reconnu l'existence qu'en 2013, suite à la déclassification de documents. L'espace aérien au-dessus de la zone 51 est interdit d'accès en permanence. Le périmètre est surveillé par des détecteurs de mouvement, des caméras et des agents de sécurité armés. Des panneaux à la limite de la zone indiquent clairement que le recours à la force létale est autorisé contre les intrus. Le désert environnant rend l'approche quasi impossible sans être repéré. Même les visiteurs munis d'une habilitation de sécurité valide arrivent à bord d'avions privés non identifiés, dont les stores sont baissés pendant l'approche afin d'empêcher les passagers d'observer le paysage. Ce qui est officiellement établi, c'est que la zone 51 est utilisée depuis les années 1950 pour tester des avions et des systèmes d'armement expérimentaux. L'avion espion U-2, le SR-71 Blackbird et l'avion furtif F-117 ont tous été développés et testés sur le site ou à proximité. Ces appareils étaient si avancés à l'époque de leur développement que les témoins civils qui les observaient étaient incapables de les identifier. On ignore officiellement les activités actuelles du site, ainsi que les programmes qui y ont été menés durant 7 décennies de travaux classifiés.
Le refus persistant du gouvernement de reconnaître l'existence du site, conjugué aux mesures de sécurité exceptionnelles qui l'entourent, a alimenté des décennies de spéculation. Les observations d'OVNI dans le désert du Nevada ont toujours été attribuées à des essais d'avions expérimentaux. Quant à savoir si les autres théories concernant la zone 51 reposent sur des faits avérés, cela reste, de manière délibérée, un mystère. La base s'étend sur environ 12 100 km². La plupart des activités qui s'y déroulent ne sont pas publiques. Il ne s'agit pas d'un mystère au sens où des événements inexplicables s'y produisent, mais plutôt du fait qu'un gouvernement puissant a décidé que son contenu n'était pas destiné à être divulgué au public, et maintient cette décision depuis plus de 70 ans. Archives apostoliques du Vatican, Cité du Vatican. Sous le Vatican se cache l'une des collections de documents les plus confidentielles de l'histoire. Les Archives apostoliques du Vatican, anciennement appelées Archives secrètes du Vatican, ont été rebaptisées en 2019. Elles comprennent environ 85 km de rayonnage et plus de 35 000 volumes de documents historiques catalogués. Les plus anciens documents remontent au 8e siècle. L'accès n'est pas ouvert au grand public. Les chercheurs titulaires d'un diplôme universitaire peuvent solliciter un laissez-passer leur permettant d'accéder à des documents spécifiques pour une durée limitée. L'accès simultané à la collection est limité à 60 chercheurs. Même les chercheurs accrédités ne bénéficient pas d'un accès illimité à l'ensemble des collections. Certains documents et sections entières restent inaccessibles, même aux personnes habilitées. Les archives recèlent des documents relatifs à certains des moments les plus marquants de l'histoire de l'Église et de l'histoire mondiale. On y trouve notamment les comptes rendus du procès de Galilée, une lettre de Mary Stuart écrite la veille de son exécution, suppliant le pape Sixte V d'intervenir en sa faveur, des documents couvrant les croisades, l'Inquisition et des siècles de correspondance papale avec des monarques, des gouvernements et des institutions du monde entier, ainsi que les archives de l'excommunication de Martin Luther. On ignore ce que renferme le reste. L'inventaire complet de la collection n'a pas été rendu public. Les documents relatifs à des périodes de controverses historiques particulières demeurent inaccessibles. La section à accès restreint la plus commentée des archives couvre la période de la Seconde Guerre mondiale et les relations de l'Église catholique avec le régime nazi. Le pape Pie XII a ouvert ses archives aux chercheurs en 2020. Leurs révélations font encore l'objet d'études. 85 km d'étagères, 8 siècles d'archives, et un système qui décide, document par document, ce que le reste du monde est autorisé à voir. Île aux serpents, Brésil. À environ 35 km des côtes de l'État de São Paulo, au Brésil, se trouve l'île de Queimada Grande. D'une superficie d'environ 43 hectares, elle est inhabitée en permanence. L'accès des civils y est strictement interdit par le gouvernement brésilien. La raison est simple. L'île abrite la vipère fer-de-lance dorée, l'un des serpents les plus venimeux au monde. Son venin est si puissant qu'il peut nécroser les tissus autour de la morsure, provoquer une défaillance multiviscérale et tuer une personne en quelques heures sans traitement. Aucun antivenin n'est facilement accessible à proximité de l'île. On estime qu'entre 1 et 5 serpents occupent chaque mètre carré de la surface de l'île. Ces serpents ont évolué en isolement après que la montée des eaux a coupé l'île du continent il y a des milliers d'années. Sans prédateurs terrestres à craindre et avec un apport constant d'oiseaux migrateurs pour se nourrir, leur population s'est développée sans entrave. On compte entre 2000 et 4000 vipères fer-de-lance dorées sur l'île. Les pêcheurs locaux se transmettent depuis des générations les récits de l'île aux serpents. La marine brésilienne y entretient un phare et s'y rend périodiquement. Des chercheurs d'institutions accréditées peuvent occasionnellement obtenir des autorisations spéciales pour des visites scientifiques. L'accès est interdit à toute autre personne. Ce qui rend l'île aux serpents unique en tant que lieu interdit, c'est que cette interdiction ne nécessite aucune application. Il n'y a ni garde, ni clôture, ni capteur. L'île se protège d'elle-même. Le tombeau de Qin Shi Huang, en Chine. En 1974, des agriculteurs creusant un puits dans la province du Shaanxi, en Chine, firent une découverte inattendue, des soldats d'argile. Des milliers d'entre eux, enfouis sous terre selon des formations organisées. Ce qui suivit fut l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du XXe siècle. L'armée de terre cuite, comme on l'appelle aujourd'hui, est une collection d'environ 8000 soldats, chevaux et chars en argile grandeur nature, disposés en formation de bataille pour garder le tombeau de Qin Shi Huang, premier empereur de Chine, décédé en 210 avant notre ère.
Ces figurines ont été mises au jour et sont ouvertes aux visiteurs du monde entier. Mais le tombeau lui-même n'a jamais été ouvert. Il n'a même jamais été fouillé. Des textes historiques anciens, notamment les écrits de Sima Qian, historien ayant vécu environ un siècle après la mort de Qin Shi Huang, décrivent une chambre funéraire d'une ampleur extraordinaire. Selon ces récits, le tombeau renferme des palais, des tours et des représentations de tous les fleuves et mers de Chine, du mercure circulant dans des canaux pour simuler l'eau courante. Un plafond incrusté de perles était censé représenter les étoiles. Des relevés géoradars modernes du tumulus surplombant le tombeau ont confirmé la présence d'importantes structures souterraines. Des échantillons de sol prélevés dans la zone ont révélé des concentrations de mercure significativement élevées, concordant avec les descriptions antiques. Le gouvernement chinois n'a pas autorisé les fouilles. Officiellement, il invoque le risque d'endommagement des artefacts que les techniques de conservation actuelles ne permettent pas de protéger efficacement. L'existence d'autres raisons justifiant le maintien du scellement du tombeau n'a pas été divulguée. Le tumulus demeure là, scellé, avec son contenu vieux de 2200 ans intact. Ce qu'il renferme est décrit dans des textes historiques. La question de l'exactitude de ces descriptions reste, de manière délibérée, sans réponse. Mesgori, Russie. Dans le sud des monts Oural, en Russie, près de la ville de Mesgori, dans la République de Bachkirie, se trouve une installation dont le gouvernement russe n'a jamais donné d'explication officielle. D'après les images satellites, les témoignages de transfuges et les recherches des analystes des services de renseignement occidentaux, le site comprend d'importants travaux souterrains au sein d'un complexe montagneux. 2 bataillons de soldats russes en gardent le périmètre. L'accès non autorisé y est strictement interdit. Le site est en construction ou en extension depuis des décennies. Durant la guerre froide, les services de renseignement américains ont identifié ce qu'ils pensaient être une vaste installation souterraine, capable de servir de centre de commandement nucléaire, conçue pour assurer la continuité du gouvernement en cas de frappe nucléaire. Cette installation aurait été nommée Montagne Yamantau, et certains analystes ont conclu que les travaux de construction à Mesgori y étaient reliés. Au fil des ans, le gouvernement russe a avancé des explications diverses et contradictoires quant à la construction de ce site, évoquant tour à tour une installation minière, un entrepôt de stockage alimentaire et un dépôt de trésors nationaux. Aucune de ces explications n'a été étayée par des preuves ou une vérification indépendante. Ce qui rend Mesgori si particulier parmi les installations militaires, ce n'est pas seulement son caractère secret, mais aussi les multiples explications contradictoires avancées par la Russie à son sujet, et la poursuite des travaux bien après la fin de la guerre froide. Une installation de cette envergure, gardée par un si grand nombre de soldats et maintenue dans un tel secret pendant si longtemps, est l'un des rares endroits au monde où l'écart entre les explications officielles et la réalité observable est véritablement et durablement important. Les grottes de Lascaux, France. En 1940, 4 adolescents explorant les collines près de Montignac, dans le sud-ouest de la France, découvrirent un puits dans le sol. Ils s'y engouffrèrent et se retrouvèrent à l'intérieur d'un réseau de grottes entièrement recouvertes de peintures rupestres. Les grottes de Lascaux renferment plus de 600 peintures rupestres et près de 1500 gravures représentant, entre autres animaux, des chevaux, des cerfs, des bisons, des ours et un rhinocéros. Ces peintures, vieilles d'environ 17 000 ans, constituent l'un des plus beaux exemples d'art paléolithique jamais découvert. La qualité de leurs couleurs, la sophistication de leurs perspectives et le nombre impressionnant d'images les placent parmi les sites archéologiques les plus importants au monde. Les grottes furent ouvertes au public en 1948. En moins de 15 ans, la respiration, la chaleur corporelle et le dioxyde de carbone de milliers de visiteurs favorisèrent la prolifération d'algues vertes et de champignons noirs, entraînant une détérioration des peintures rupestres à un rythme alarmant pour les conservateurs. En 1963, les grottes furent définitivement fermées au public. Elles sont fermées depuis lors. Seuls quelques scientifiques spécialisés dans la conservation sont autorisés à y pénétrer aujourd'hui et même eux suivent des protocoles stricts afin de minimiser leur impact environnemental. Une réplique des grottes, appelée Lascaux 4, a été construite à proximité et ouverte aux visiteurs en 2016. Les véritables grottes demeurent plongées dans l'obscurité. Les peintures rupestres, vieilles de 17 000 ans, sont restées intactes, telles que les 4 adolescents les ont découvertes en 1940. Préservées par la même obscurité qui les a protégées pendant 16 millénaires auparavant. Leur accès est interdit car la présence humaine les détruit.
Cette règle vise à protéger un patrimoine irremplaçable de ceux-là même qui souhaiteraient le plus le voir. Île North Brother, État de New York, États-Unis. Dans l'East River, entre le Bronx et l'île de Rikers, se trouve une petite île appelée North Brother Island. D'une superficie d'environ 8 hectares, elle est abandonnée depuis 1963. Son accès est restreint au public et elle sert aujourd'hui de refuge pour les hérons bioraux. Cette île possède une histoire unique en son genre dans l'État de New York. À la fin du 19e siècle, l'île abritait l'hôpital Riverside, un centre de quarantaine pour les patients atteints de maladies hautement contagieuses. En 1904, le général Slocum, un bateau à vapeur, prit feu dans l'East River et s'échoua près de ses côtes. Plus de 1000 personnes périrent, principalement des femmes et des enfants du Lower East Side, à Manhattan. Ce naufrage demeure l'une des catastrophes maritimes les plus meurtrières de l'histoire américaine et l'événement le plus meurtrier survenu à New York avant les attentats du 11 septembre 2001. L'île a également brièvement abrité Mary Malone, connue sous le nom de Typhoid Mary, la première personne aux États-Unis à avoir été identifiée comme porteuse asymptomatique de la fièvre typhoïde. Elle a été placée en quarantaine de force à 2 reprises sur l'île North Brother, y passant au total près de 30 ans. Aujourd'hui, les bâtiments de l'île s'effondrent. La végétation pousse à travers les toits des anciens services hospitaliers. La nature a repris ses droits sur la plupart des structures. L'île est soumise à des restrictions légales et n'est accessible qu'aux chercheurs munis d'autorisation. Mais les photographies prises par ceux qui ont obtenu l'autorisation d'y accéder révèlent un lieu figé entre 2 époques. Les vestiges de la vie institutionnelle du XXe siècle, lentement engloutis par la végétation. Elle est soumise à des restrictions non pas en raison de ce qu'elle contient actuellement, mais en raison de ce qu'elle contenait autrefois et de l'impact de cette histoire sur le lieu physique où elle s'est déroulée. Ilha da Queimada Pequena et l'île Surtsey, Islande. En 1963, une éruption volcanique au large des côtes sud de l'Islande a percé la surface de l'Atlantique Nord et a commencé à former une île à partir du fond marin. L'éruption s'est poursuivie pendant 4 ans. Lorsqu'elle a pris fin en 1967, une île d'environ 2,7 km² s'était formée là où se trouvait auparavant l'océan. Les scientifiques l'ont baptisé Surtsey, en référence au géant nordique du feu, et presque aussitôt, ils ont pris une décision. Surtsey serait fermé au public, définitivement. La raison était scientifique. Surtsey offrait une occasion unique d'observer comment la vie colonise une terre entièrement nouvelle sans aucune intervention humaine. Aucune graine apportée accidentellement. Aucun animal introduit, aucun sol contaminé. L'île serait surveillée, mais non touchée, et ce qui y arriverait s'y installerait naturellement. Les résultats ont été remarquables. Quelques années après l'éruption, des oiseaux ont commencé à nicher sur l'île. Des phoques sont apparus. Des insectes sont arrivés. Des graines transportées par le vent et l'eau ont commencé à germer. Un sol a commencé à se former à partir de roches volcaniques et de matières organiques. En quelques décennies, un écosystème fonctionnel s'est mis en place sur un rocher qui n'existait pas avant 1963. Seul un petit nombre de scientifiques sont autorisés à se rendre sur l'île de Surtsey et ils doivent respecter des protocoles stricts. Un chercheur qui avait accidentellement apporté des graines de tomates sur l'île a vu une plante pousser à l'endroit où il avait utilisé les toilettes extérieures. Elle a été immédiatement retirée. C'est ce niveau de contrôle de la contamination qui permet à l'île de conserver toute son importance scientifique. La surexploitation est interdite non pas parce qu'elle est dangereuse ou secrète, mais parce que sa valeur repose entièrement sur le fait d'en exclure les êtres humains. Chambre 39, Corée du Nord. Dans un bâtiment gouvernemental non identifié de Pyongyang, en Corée du Nord, opère une organisation dont l'existence est documentée depuis des décennies par le monde extérieur à travers des témoignages de transfuges, des rapports de renseignement et des enquêtes sur la criminalité financière, mais que le gouvernement nord-coréen n'a jamais officiellement reconnu. Il s'agit de la salle 39, ou bureau 39. Elle aurait été créée à la fin des années 1970 sous Kim Il-sung et aurait fonctionné sans interruption sous 3 générations du régime de la famille Kim. D'après les témoignages de transfuges, d'anciens diplomates et les enquêtes des services de renseignement financier, la chambre 39 fonctionne comme un système financier parallèle destiné à l'usage personnel de la famille Kim et au maintien du cercle restreint du régime. Ces activités incluent notamment la production de faux billets américains de haute qualité, connus des enquêteurs sous le nom de supernotes,
suffisamment sophistiqués pour déjouer la plupart des tests d'authentification standards. Des rapports de renseignement ont également établi un lien entre ce bureau et le trafic de drogue, le blanchiment d'argent via des sociétés écrans dans plusieurs pays et la vente d'armes à des gouvernements étrangers sous sanction. Les fonds ainsi générés serviraient à financer tout, des dépenses luxueuses de la famille Kim au développement des programmes nucléaires et balistiques du pays, en contournant les sanctions internationales grâce à un réseau de sociétés écrans et de banques étrangères. Personne de l'extérieur n'a jamais pénétré dans la salle 39. Aucune photographie de son intérieur n'est accessible au public. La plupart des informations à son sujet proviennent d'anciens membres du régime nord-coréen qui ont depuis fait défection. Le bâtiment où elle opère n'est répertorié sur aucune carte publique. C'est interdit comme seules les choses qui se trouvent dans l'un des États les plus fermés au monde peuvent l'être. Non pas par un panneau ou une loi que les étrangers peuvent lire, mais par toute la force d'un régime qui a passé 7 décennies à s'assurer que ce qu'il ne veut pas que le monde voie, le monde ne le voit pas. Ces 10 lieux sont séparés par des milliers de kilomètres, des gouvernements différents, des histoires différentes et des raisons de fermeture totalement différentes. Certaines interdictions visent à protéger ceux qui s'y trouvent. D'autres, à protéger ceux qui voudraient y entrer. D'autres encore, à préserver ce que tout contact détruirait. Et certaines enfin, à dissimuler des choses que les puissants ont décidé que le reste du monde n'a pas le droit de savoir. Mais ils partagent tous la même qualité que tous les lieux interdits. La restriction elle-même devient partie intégrante du récit. Ce qui est interdit de voir acquiert, à bien des égards, une force bien plus grande que tout ce qui pourrait être montré ouvertement. Car au final, les portes verrouillées ne font pas taire la curiosité. Elles la canalisent. Lequel de ces endroits aimeriez-vous le plus visiter si vous le pouviez? Laissez un commentaire. Et si vous souhaitez continuer à explorer les mystères documentés de cette planète, les vrais, les lieux qui existent et que quelqu'un a décidé que vous ne pouvez pas visiter, abonnez-vous à Parallel Facts. Nous allons continuer.